Donc bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui donc le samedi 27 mars et nous avons le plaisir de recevoir donc Sébastien Wittevert de Graines de Troc, donc l'association Graines de Troc, pour une thématique qui est apprendre à faire ses graines et aussi on va parler d'installation de grainothèque. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. C'était un plaisir. Et merci de l'intervention. Et je te laisse la parole. Alors, du coup, on va parler du plaisir de faire ses graines. Et du coup, vous avez sur cette première slide quasiment l'ensemble qui est résumé, puisque pour moi, c'est la base de tout, c'est le plaisir, c'est la technique, la clé pour apprendre à faire ses graines. Voilà, ça vient petit à petit, mais voilà, c'est quelque chose qui est le plus beau moteur qui soit. Alors, Graines de Troc, c'est une association de protection de la biodiversité cultivée qui promeut les échanges de graines et des savoir-faire associés. Du coup, nos trois valeurs fondamentales, c'est le plaisir, la biodiversité et l'engagement qu'il y a derrière pour tous faire ensemble et partager le grand travail. Donc, on agit sur le plan de la conservation variétale, des échanges, l'accès aux semences, et on agit également dans les écoles, vers le grand public par de nombreux ateliers, comme aujourd'hui par exemple, et les formations à la permaculture depuis 2 ans maintenant. Voilà, avec tout un tas de petits ateliers autour de toutes nos actions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de Mylène et Gaëlle, nos gardiennes de semences volontaires en service civique, qui portent ensemble la mission au sein de l'association de veiller à la conservation variétale et toutes les actions qui vont avec. Et donc, on va se partager la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Graines de Troc, on est assez fiers de nos réalisations. Ça fait 9 ans aujourd'hui qu'on travaille sur la semence. Alors, 80 gardiens de semences, c'est des gens qui conservent des variétés qu'on leur confie. Et aujourd'hui, accompagnés par Mylène et Gaëlle. 80 jardins dans les écoles, hein, c'est quand même pas mal. Au niveau local, essentiellement à La Rochelle, mais on a essaimé ce genre d'activité un peu partout sur le territoire. 300 adhérents, 350 bénévoles en France qui nous aident sur des ensachages. Voilà, le site internet, c'est 34 000 personnes quand même aujourd'hui et presque 100 000 échanges bientôt. 15 groupes locaux en France, donc qui agissent chacun sur des thématiques ou des actions qu'on accompagne. Et alors, le projet initial de Grainothèque en 2013, on était en partenariat avec les Incroyables Comestibles. Et tout de suite, ça a été très, très fort. Cette idée s'est répandue et grâce aux Incroyables Comestibles aussi, hein, qui vont accompagner les packs et la démarche, on a 800 grainothèques un peu partout en France et ailleurs, puisque ça a franchi les frontières. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, sur le plan de la permaculture, donc on agit localement pour essayer de rendre le plus possible les gens autonomes et transformer le territoire. Voilà. 9 emplois de transition, pour nous, c'est un vrai succès. On essaye que la plateforme et le service de Graines de Troc soient toujours gratuits, mais derrière, voilà, il y a quand même une économie et 9 personnes qui travaillent à nos côtés. Alors, le constat est un peu amer, hein, difficile à digérer. Depuis maintenant quelques années, on s'est rendu compte qu'avec chiffres de l'INAO à l'appui, hein, que nos variétés malheureusement disparaissent. La diversité énorme de nos jardins, de nos grainetteries, fond comme neige au soleil. Et on ne retrouve plus que quelques espèces, quelques variétés, peu chèrement défendues par nos grands semenciers. Et donc, le travail, il est entre les mains, aujourd'hui, en tout cas, dans les jardins, des jardiniers et de quelques associations qui maintiennent la richesse variétale.
Donc 75% de pertes à minima, hein, un constat d'il y a 20 ans déjà. Et puis, sur le plan de l'appropriation du vivant, c'est pas glorieux non plus. Aujourd'hui, 3 multinationales partagent 55% du marché des semences. Voilà, la France, c'est le premier leader mondial en termes de semences. Et voilà, donc ça contribue à à l'homogénéité, donc à diminuer un peu la diversité, hein, derrière, la promotion des hybrides, des OGM. Voilà, et derrière, on se bat contre des géants. Alors, pourtant, faire ces graines, eh ben, il y a tout un tas d'avantages qui sont manifestes. Ça nous permet de gagner en autonomie, c'est très abondant et les semences, la nature produites par chaque fleur, chaque plante est un plaisir. Et, et, euh, et voilà, nos semences s'adaptent au contexte, à notre main, à notre manière de voir ou de sélectionner selon nos goûts, selon nos territoires. Et ça, assez facilement, en 5 ans, on est capable d'adapter une variété à notre territoire. Et ça nous permet de mieux connaître nos cycles, de moins faire de raccourcis, donc d'être plutôt sur des logiques bio avec raccourcis type intrants, pesticides et compagnie. Et puis, voilà, bah, c'est un plaisir. Donc, c'est et le moteur et un cadeau que de faire ces graines. Évidemment, il y a une grosse notion d'économie derrière, puisque ça nous permet voilà, à partir d'une graine de laitue, d'en produire 10 000. Quand vous comptez les graines et les petits plants d'une salade mangés par les limaces, mettons, quand vous semez votre sachet, bah, ça fait cher les graines, quoi. Alors que du coup, en faisant nous-mêmes nos semences, voilà, on fait une formidable économie. Et puis, ça nous permet d'agir collectivement, de faire ensemble et de participer à une mission incroyable, tous ensemble, que de conserver cette biodiversité et la faire vivre. Voilà, on en profite pour faire un pied de nez à Monsanto et compagnie. Et aujourd'hui, la législation étant alors plutôt favorable pour la vente des semences en ligne, la vente des semences du catalogue officiel, voilà, il faut quand même tenir la barricade parce que voilà, elle est attaquée de partout et il faut faire vraiment attention. C'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Voilà, échangeons librement nos graines et les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est le pendant de l'entretien de la biodiversité. Il faut savoir comment faire nos semences. Et voilà, on va essayer d'avancer un peu sur ça. Et je passe la parole à Gaëlle. Excuse-moi, Sébastien, juste avant de passer, est-ce que les questions, on les garde pour la fin ou... Alors là, on a fini la présentation de l'association globalement et notre action, voilà, nos actions. Là, on va rentrer techniquement. Donc, effectivement, s'il y a des questions sur l'association, on peut faire effectivement un petit temps. Ok. J'ai vu qu'il y avait dans la slide précédente contournement de la législation. C'est par rapport à la législation, par rapport au catalogue officiel, etc. C'est ça, cette partie-là? Alors, en fait, avant juin 2020, on n'avait pas le droit de vendre des semences hors catalogue officiel. Et donc, avant, le troc est une manière de contourner la législation pour accéder malgré tout à cette formidable biodiversité. Voilà, sur Graines de Troc, vous avez à peu près 9000 variétés, tout confondu. Hein, c'est un des plus gros catalogues disponibles. Voilà, évidemment, pour aller obtenir cette diversité ailleurs, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, à part quelques associations qui bravent un peu les interdits. Voilà, il n'y a pas de professionnels derrière qui tentent la démarche, qui fabriquent, qui se mettent à vendre leurs semences, voilà, à cause de cette législation terrible. Donc oui, c'est une manière de contourner. Le troc est une logique acceptée parce que non commerciale
et non lucratives. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe à Mylène. Oui. C'est tout bon? Ok. Donc, du coup, on a voulu faire une petite slide rigolote simplement pour retenir l'essentiel que, en fait, concrètement, faire ces semences, c'est simple. C'est pas du tout un super pouvoir réservé à une élite, mais que chacun de nous pouvons le faire. Donc, voilà, il suffit d'avoir juste quelques principes, un peu de pratique, et puis c'est parti. Du coup, là, on va vous présenter un peu les 5 grandes étapes du coup à suivre, toujours avec amour. Voilà, donc l'origine des graines, la sélection des porte-graines. Après, on va voir comment éviter les croisements et on verra pourquoi c'est surtout entre les variétés qu'on parle. Et après, la suite, récolter, toujours identifier et trier. Et enfin, comment conserver au mieux nos semences. Voilà. Alors du coup, l'origine des graines, c'est vraiment l'idée d'avoir une base saine pour pouvoir faire une conservation variétale pérenne. Comme du coup, en fait, ensuite, on va échanger nos graines. Donc, c'est vraiment intéressant de conserver et de savoir l'origine de sa graine. Donc, identifier clairement ses graines tout au long des étapes. Et puis, l'idéal, ce serait de privilégier des graines plutôt anciennes pour éviter qu'elles se perdent, justement. Et du coup, nous, chez Graines de Troc, on a une super mission qui est celui de gardien ou gardienne de semences. Donc, du coup, vous pouvez être bénévole auprès de notre SARASO. Nous, on voit en fonction de vos connaissances en reproduction de graines et votre niveau. Et puis, votre typologie un peu de votre terrain. Et puis après, on vous confie des graines à sauvegarder. Voilà. Et puis surtout, on vous accompagne. Ensuite, la deuxième étape, ça va être une fois qu'on a planté notre graine de base, qu'elle a commencé à pousser, ça va être de sélectionner en fait le porte-graine, le plant mère en fait, celui qu'on va garder pour nous faire les petites graines. Donc du coup, on a plusieurs critères de sélection. Ça peut être gustatif. Donc là, on va goûter le fruit par exemple, et puis voilà, faire une sélection en fonction du goût du fruit. Ça peut être en fonction de la productivité des plants. Si on a envie d'un plant qui donne beaucoup, en fait, on va l'identifier. On peut aussi le choisir par sa résistance aux maladies. Donc, voilà, des maladies qu'on peut trouver dans le jardin ou encore aux résistances aux aléas climatiques. Donc, voilà, tout ça, c'est à surveiller du coup au fur et à mesure de la plantation. Et puis, nous, ce qu'on fait à l'assaut, on l'identifie par des petits bâtons, par exemple, de couleur, pour savoir sur quel plan lequel on choisit. Voilà. Ensuite, il faut savoir que c'est toujours bien de conserver plusieurs porte-graines au cas où que si on choisit qu'un seul plan, peut-être qu'il va pas survivre jusqu'au bout. Donc, du coup, c'est bien d'avoir plusieurs plants en porte-graines, quoi. Donc, par exemple, pour les aubergines, c'est bien d'en avoir 2, 3. Pour les épinards, on va être plutôt autour de 10. Voilà, ça va dépendre un petit peu des variétés et puis aussi de leur fragilité ou non. Je voulais rajouter, j'aime bien parler de l'exemple de la laitue. Quand il y a 2 laitues au jardin et qu'il y en a une qui monte parce qu'elle a du mal à résister à la chaleur et qu'il y a une très très belle laitue qu'on veut emmener à midi dans l'assiette. En fait, c'est un peu l'inverse qu'il faudrait faire. C'est surtout celle qui monte, on la mange. Et on garde la très très belle parce que c'est celle-là qui résiste, c'est celle-là qui va nous faire une très belle salade. Et du coup, c'est dans celle-là qu'on veut faire nos graines. Voilà, c'est ça qui est important dans la phase de sélection. Voilà, du coup, un petit rappel sur la pollinisation. Donc, parce que c'est pas mal de savoir comment fonctionne la pollinisation des petites plantes. Donc, du coup, va y avoir plusieurs catégories. Va y avoir les plantes qui s'auto-pollinisent. Donc là, elles se fécondent elles-mêmes. On va avoir les plantes qui sont anémophiles. Elles vont être pollinisées à l'aide du vent.
Donc, ça va être des petites graines qui vont du petit pollen qui vont se polliniser par le vent. C'est comme puis son lit, les akènes, on voit sur la photo, c'est pollinisation par le vent. Voilà. Ensuite, on a aussi l'entomophilie. Alors là, ça va être les insectes pollinisateurs qui vont rentrer en jeu. Et ça, c'est important de savoir ça parce qu'en fait, ça va nous indiquer comment faire pour garder nos variétés. C'est l'idée étant derrière de bien reproduire nos variétés. On a besoin de savoir ces petites notions-là pour savoir comment agir derrière. Alors ensuite, du coup, toujours un peu avec du vocabulaire. Donc, comme l'a dit Gaëlle, pour éviter les croisements, donc on a soit, en fait, on a deux figures de mode de reproduction chez les végétaux. Donc, l'autogamie. Donc là, vraiment, c'est autofécondation. C'est que sur la plante, on a des organes femelles et les organes mâles. Donc, étamine et pistil. On peut appeler ça aussi les fleurs hermaphrodites. Donc, c'est le cas pour la famille des solanacées, donc des tomates, et des fabacées. Et après, donc l'autre mode de reproduction, c'est allogame. Donc là, c'est la fécondation croisée. Et donc, dans allogame, on a monoïque. Donc, en fait, là, sur la même plante, on va avoir fleurs mâles et femelles. Et alors que dioïque, on va vraiment avoir que la plante mâle et de l'autre côté, la plante femelle. Donc, par exemple, le kiwi, c'est bien avoir côte à côte deux plants mâles et femelles. Voilà. Et après, il y a un petit dessin. J'ai vu, Seb, tu avais mis avec des petites maisons. Voilà. Qui illustre assez bien dioïque, voilà, deux maisons différentes, deux plants différents, et dioïque et monoïque, pardon, c'est sur la même plante, mais les deux. Voilà. Donc là, on a essayé de faire une espèce de petite carte mentale pour rappeler donc les familles, après voilà, genre, l'espèce et la variété, et que faut quand on parle de croisement, en fait, quand on dit attention au croisement, c'est surtout entre les variétés où là, la fécondation est probable. Donc, on a mis des petits attentions. Donc, par exemple, voilà, entre les familles, il n'y a pas de risque de croisement. Donc, solanacées et curcubitacées, voilà, pas de risque. Espèces, c'est rare, mais voilà, j'ai pas d'exemple en tête. Et enfin, je sais pas si toi. Non, voilà. perso, Et puis, variété, donc c'est vraiment là où on va agir et qu'il faut faire attention. Voilà, c'était juste un petit rappel. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et après, oui, il y a une intensité. Oui, c'est vrai que pour la famille des curcubitacées, il y a plus de risques de croisement. Et donc, du coup, c'est pour ça que souvent, il y aura une préconisation de distance entre les variétés. Et cette distance, elle change aussi, elle varie entre les variétés. Voilà. Et mais par exemple, les tomates, on l'a vu tout à l'heure, c'est autogame, mais donc ça, c'est auto-fécondation, mais on préconise quand même une distance de 2 mètres entre les variétés de tomates, parce qu'un insecte peut toujours essayer d'arriver à polliniser voilà, une autre variété. Mais bon, voilà, après, faut avoir ça en tête, quoi. En fait, l'autogamie et l'allogamie n'est jamais à 100%, donc il faut toujours un peu se méfier. Mais effectivement, les tomates, des professionnels vont faire très attention et isoler fortement, oui. Mais le jardinier peut faire comme s'il n'y avait aucun risque. C'est pas quelque chose de grave. Par contre, entre le piment et le poivron, les gens pensent que ça peut être des choses différentes. Or, nous, on est dans la même espèce. Et du coup, voilà, là où dans les cucurbitacées, les gens pensent que ça commence à savoir que ça se croise, mais il y a quand même plusieurs espèces et ça peut nous permettre d'avoir plusieurs espèces au jardin. Alors, vous soulignez le risque de croisement. C'est par rapport au rôle de gardiens qui sont dans l'association ou c'est plutôt dans le cadre du système d'échange de manière à donner des graines qui sont effectivement ce qu'on prévoit qu'elles soient? Alors oui, c'est ça, hein, c'est vraiment dans l'optique de conserver les variétés et de faire le travail de maintien des variétés, des caractéristiques des variétés. Il faut savoir que des courges qui vont se croiser entre une courgette et un pâtisson, on va avoir un courgettisson ou un pâtis-courgette, enfin, un pâtigette, voilà, et du coup, on n'aura pas derrière quelque chose avec les valeurs agronomiques qu'on attend derrière. Donc, des fois, c'est heureux, des fois, c'est pas très heureux, et surtout,
voilà, les caractéristiques des variétés anciennes sont, elles, importantes de conserver, puisque elles sont là pour une raison, et on veut conserver ces raisons-là, en fait. Après, on peut vouloir créer d'autres variétés, on peut provoquer les hybridations pour fabriquer de la diversité, fabriquer des variétés. Mais là, c'est un niveau un peu plus, quoi. Merci. Alors, l'isolation, je ne sais plus si c'était moi qui devais en parler. C'était ça? Alors, je prends la main. Et du coup, voilà, pour isoler, on a plusieurs méthodes. Donc, on peut isoler avec mécaniquement, hein, donc avec des cages qui permettent de limiter soit la transmission de pollen par le vent, soit limiter la pollinisation par les insectes. Mais on peut aussi isoler dans le temps, c'est-à-dire faire en sorte que les floraisons soient sur une variété donnée et que la variété l'autre variété fleurisse après. Et ça, c'est donc l'isolation dans le temps. On peut isoler dans l'espace également, c'est-à-dire augmenter les distances entre les espèces pour que les insectes, par exemple, n'aient pas la distance suffisante pour aller polliniser l'un puis l'autre. Et puis, il y a l'isolation spécifique. Donc ça, c'est isoler avec les espèces. Donc, dans les courges, par exemple, on peut isoler les mochata. En fait, on peut avoir une mochata, une maxima, une pepo, une cucumis et une mélo dans un même jardin. Là, c'est des isolations spécifiques. Et donc, du coup, on peut avoir plusieurs variétés de courges dans un même jardin, du moment qu'on fait attention aux espèces. Attention au fait qu'il y ait quand même dans les autres jardins si dans le jardin du voisin on a une moscata aussi, par exemple, et le nôtre également, là il y a un risque de pollinisation puisque l'abeille, elle, c'est 3 km de rayon son champ d'action. Donc, il faut prendre ça en considération. Bon, le mieux dans les courges, c'est vraiment de faire de la pollinisation manuelle. On va le voir après. Et j'ai vu, il y avait du coup l'isolation dans le temps, de faire effectivement un conseil, c'est une variété précoce et une variété tardive. Ça permet effectivement d'avoir des floraisons distantes. Et donc là, la pollinisation manuelle des courges, puisque c'est compliqué d'avoir 3 km de distance entre deux variétés de courges. Et là, on fait ce qu'on appelle une pollinisation manuelle. On ferme la fleur auparavant, la veille au soir. Et puis, alors, il faut repérer le moment où la fleur va s'ouvrir. Et quand cette fleur s'ouvre le matin, en fait, on enlève la pince à linge. Et là, on intervient, on prend la fleur mâle comme un pinceau et on l'utilise pour polliniser la fleur femelle. Il faut bien faire attention ensuite de refermer la fleur pour éviter que l'abeille repasse derrière et pollinise et croise avec une autre variété. Et si on fait ça, là, on est sûr d'avoir conservé la variété. Je ne sais plus. Oui, ouais, c'est oui, égal. Du coup, désolée, on a eu un petit bug. Ouais. Alors du coup, ensuite, on va pouvoir passer à la récolte. Donc, la récolte, pareil, il y a quelques petites règles. Donc, l'idéal, c'est de le faire par temps sec. Donc, par exemple, après une journée bien chaude, c'est parfait. Donc, du coup, le jardinier, il faut qu'il soit bien attentif aux conditions météorologiques. Donc, surveiller les pluies. Par exemple, quand on attend que la salade soit les graines de salade soient bien sèches, il faut faire attention que la pluie ne passe pas avant nous. Donc voilà. Et puis du coup, attendre vraiment la maturité maximale des plants. Donc par exemple, pour les tomates, ça va être quand elle est bien mûre presque après qu'on l'aurait mangé, quoi. Faut pas que ça pourrisse. Donc, il y a toujours ce juste milieu à prendre en compte. Pour les aubergines, là, ça va être bien après que nous, on aurait décidé de les récolter pour les manger. Donc, c'est quand elles deviennent bien gonflées et que les pédoncules commencent à sécher.
Voilà. Et du coup, même jusque-là, il faut conserver l'étiquetage. Voilà, bien conserver l'étiquetage des variétés. Et puis après, il faut se réserver un petit coin pour pouvoir laisser sécher ses graines. Voilà. Et ben après la récolte, on a le tri des semences. Du coup, l'idéal, c'est d'utiliser plusieurs tamis. Et donc, sur plusieurs tamis, on a plusieurs mailles. Et en fait, nous, là, à Graines de Troc, c'était le mardi matin, on a que des bénévoles. Et c'était très chouette de faire ça parce qu'en une matinée, on pouvait se rendre compte de la diversité des graines qu'il peut y avoir. Et donc, forcément, pas les mêmes tamis à utiliser en fonction de la taille. Donc, voilà, après, on utilise aussi pas mal de plateaux où, en fait, on fait rouler les graines roulent d'elles-mêmes parce que des fois, en fait, le tamis ne suffit pas. Donc, en fait, on met le plateau... on oriente un peu le plateau et on fait rouler les graines comme elles sont plus lourdes. Voilà, une autre méthode. Voilà. Après, des fois, on utilise les ventilos aussi, les ventilateurs, pour faire ce qu'on appelle le vannage à l'égyptienne. Donc, en fait, avec le ventilateur, ça fait tomber les graines, donc le plus lourd. Et après, avec le ventilo, ça ramène la poussière, tout ce qui est poussière, tout ce qui est particules plus fines de l'autre côté. Voilà. Et surtout, une bonne dose de patience. Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose qu'on aimait bien faire, voilà, on pense qu'à ça et c'est sympa. Et là, du coup, toutes les photos que vous voyez, c'était avec les ateliers bénévoles. Donc, on avait fait du coquelicot et puis l'échinacée pourpre. Voilà. On te laisse la main sur la fermentation. Alors, voilà, il y a une autre technique, c'est la fermentation. Donc, pour les fruits à pulpe, donc on met souvent la graine dans un peu d'eau et puis on laisse fermenter 3-4 jours. Ça permet de bien nettoyer la graine. Ensuite, avec un robinet, une passoire, on finit de nettoyer. On a des graines très très propres qu'on laisse sécher en 2 jours derrière une fenêtre à l'abri du vent quand même pour éviter que tout ça s'envole. Mais c'est la bonne méthode pour faire les graines de tomates. Il y en a plusieurs, mais celle-ci permet d'avoir les meilleurs résultats. Alors, conserver nos graines, du coup, il y a un enjeu important, hein, c'est d'avoir le nom de bout en bout, de bien maintenir l'étiquette du sachet au jardin, pendant la récolte, pendant le séchage, pendant l'entreposage et sur le sachet final. Voilà, si on rate à un moment cette étape aussi simple que ça, on rate la conservation variétale. Et il y a plein d'embûches. Voilà. Ensuite, les bonnes conditions, c'est l'abri de l'humidité, l'abri de la lumière, l'abri des rongeurs. Faire attention à nos contenants, éviter que le papier ou le bois de nos étagères contiennent des produits qui limitent la germination de nos semences. Le sachet Kraft, c'est ce qu'il y a de meilleur, je pense. Le papier blanc, il y a quelques produits dedans. Et le verre, moi j'évite pour les questions de casse, mais ça reste une solution. La durée germinative dépend de chacune des variétés. Hein. Donc, vous avez les tomates, par exemple, c'est 4 ans. Voilà, et puis, ça va de 1 an à 8 ans en fonction des espèces. Ça peut différer en fonction du mode de conservation. En tout cas, vous avez les tableaux voilà, qui seront partagés à la fin. Hein, on vous en reparle. Attention aux petites bêtes, donc les charançons notamment. Un passage au congélateur de 15 jours, ça permet de limiter fortement ces petits nuisibles qui nous mangent avec surprise pendant l'hiver tous nos haricots, nos fèves, nos pois, nos maïs. Donc voilà. Et attention aux petites souris. Alors, Graines de Troc, c'est quand même échange et les graines et les savoir-faire. Donc, sur Graines de Troc, vous allez sur Apprendre, donc grainesdetroc.fr/apprendre, et là, vous avez toute une série de ressources, hein, donc les méthodes générales, la méthode espèce par espèce, et puis toute une série de tableaux de données, les porte-graines, le nombre de porte-graines, les distances d'isolation, les durées germinatives. Voilà, vous avez beaucoup de données qui sont disponibles sur le site. Et puis la boutique, alors pour l'instant, elle est en berne suite à un incendie de VH, mais vous pourrez retrouver aussi pas mal d'outils, des livres, des tamis, des sachets et des semences bientôt. Voilà, l'échange, donc ensuite, une fois que vous avez vos graines, vous pouvez les échanger.
Graines de Troc, c'est 9000 variétés proposées par plus de 34 000 troqueurs. Donc, bienvenue, venez échanger vos graines. C'est libre, c'est gratuit. Et depuis 9 ans maintenant qu'on fait ça avec passion. Alors, on a fini la partie technique. Et du coup, s'il y a des questions, ça peut être maintenant. Et ensuite, on va parler des grainothèques. Alors, la différence entre le site et le Facebook de Graines de Troc. Donc, le site, c'est une méthode suivie par la plateforme. Donc, vous avez des échanges de graines via des jetons. Vous recevez des jetons à chaque échange. Et avec les jetons, vous pouvez choisir des graines. Et du coup, si jamais l'échange se passe pas bien, bah, il peut être annulé. Vous recevez vos jetons. Sur le Facebook, malheureusement, nous, on est incapable de suivre ou de faire attention à ce qui se passe. La qualité des échanges est meilleure sur la plateforme et donne plus de satisfaction. Voilà, en direct, ça reste difficile parfois. S'il y a d'autres questions. Ce que je sais, c'est que je pense que la vidéo, on va mettre un QR code sur la, sur la grainothèque. Ça va vraiment servir. Donc, du coup, avec un smartphone, on pourra le prendre et avoir la vidéo. Ça sera très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y avait une question sur les donneurs, sont-ils identifiés par leur niveau de qualification? Pas encore. Par contre, les gens sont notés avec la qualité de leurs échanges. Donc, effectivement, voilà, ceux qui ont des échanges un peu compliqués ou pas suffisamment généreux, à un moment donné, seront limités dans leurs échanges. Et alors, c'est une des fonctionnalités du site qu'on voudrait mettre en place, c'est effectivement une sorte d'expertise qui est reconnue et qui permet à ces experts-là de trouver aussi la qualité de semences attendues. Donc, on va essayer, sans avoir de méthode élitiste, de gérer des niveaux de qualification. Et oui, vous parliez des plantes sauvages. Alors attention, effectivement, les laitues, les carottes, les blettes, il y a beaucoup de variétés sauvages autour de nos jardins, donc se méfier pour nos plantes du jardin. Et la question des fleurs de pollinisation de la courge, pour essayer d'avoir un maximum de biodiversité et d'hétérogénéité dans les variétés, c'était d'essayer de prendre sur des plants différents, même s'ils sont monoïques, dioïques, là, on va essayer de prendre dans des plants différents pour polliniser avec le plus de génétique possible. On arrive au bout des questions. Donc, on va continuer. OK? Oui, Sébastien, c'est bon. Parce que moi, il y avait des personnes qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à rentrer, donc je riais en même temps. C'est bon, okay. Vas-y. Alors, les grainothèques. Donc, les grainothèques, c'est une initiative simple qui a eu lieu en 2013 à l'occasion du lancement des incroyables comestibles à La Rochelle. On a mis en place cette boîte de semences à partager. On a voulu faire, nous, Graines de Troc, notre part pour accompagner les incroyables comestibles. Et donc, depuis le début, c'est un partenariat avec les incroyables. Et on a mis cette boîte dans une médiathèque. Là, il y a une photo qui a circulé beaucoup et on se retrouve avec 800 grainothèques aujourd'hui suite à l'engouement de cette initiative. Donc, voilà, on a une carte. Hein, vous pouvez aller sur graindetroc.fr/agir et vous avez la carte de tous les acteurs des grainothèques du territoire. Alors, on essaye d'accompagner, mais vraiment, les grainothèques, l'idéal, c'est d'avoir un maximum d'activités autour, un troc de graines,
des actions, des conférences, des films autour de la semence pour la faire vivre et la faire connaître. Et c'est seulement comme ça que vous allez avoir des gens qui vont la peupler et puis et s'en servir. Sinon, vous risquez d'avoir que des gens qui s'en servent et peu de gens qui l'alimentent. Et voilà, donc nous, tous les jours, on accompagne des grainothèques dans leur déploiement. On a un kit à la vente qui permet d'avoir quelques semences et le matériel de base. Intentionnellement, on ne vend pas la grainothèque elle-même parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de s'approprier la démarche que de la construire vous-même et de ne pas être dans la consommation non plus du concept. Voilà, s'il y a des questions sur les grainothèques. Alors, j'ai vu sur le site qu'il faut se référencer aussi, parce que du coup, ayant de nouvelles grainothèques sur Honfleur. Alors, effectivement, je pense que c'est dans la démarche des incroyables comestibles que de se montrer et de montrer l'engouement pour la logique, le projet citoyen que ça représente. Pas voir qu'on est seul dans notre coin, mais au contraire, tout un tas de gens qui se préoccupent de la question de la semence et font ensemble et partagent les bonnes pratiques et l'initiative. Et puis se félicitent quelque part de faire ensemble une action collective extraordinaire. Moi, j'ai été sidéré de l'évolution, la rapidité avec laquelle les gens se sont emparés de cette démarche. Je peux prendre la parole? Allez-y, Fabrice. Oui, bonjour, merci. Alors, j'ai des questions et des informations. Donc, j'ai fait un point avec Valérie Tsimba, que vous connaissez peut-être, voilà, qui a sorti donc un livre. Donc, ça va répondre à plusieurs choses. Donc, elle m'a expliqué, parce que sur Alfortville, on compte faire une grainothèque avec la ville et la médiathèque. Et voilà, ayant été formé donc chez Graines de Vie, donc à la ferme Sainte-Marthe, le lieu et pas la marque, j'ai donc appris un certain nombre de choses et je me sentais un petit peu en difficulté pour faire justement des boîtes de mise à disposition où les gens prennent et donnent ce qu'ils veulent pour les raisons de garantie des variétés. Donc j'ai discuté avec elle et m'a fait le retour de plusieurs expériences de grainothèque sur cette base-là, qui très très vite se sont retrouvées complètement vidées. Les gens comprenant pas que on n'a pas besoin de centaines de graines pour avoir des plants et pour se nourrir. Donc ça, c'était une première problématique. Un accès libre où les enfants se servaient à volonté. Et après, les gens prenaient beaucoup plus. C'était une sorte un libre service un petit peu à sens unique. Difficulté d'avoir des graines en entrée. Et puis ensuite, comme on l'a vu, il y a très peu de variétés qui permettent de garantir la variété, sachant que les gens aussi, voilà, ils ont mangé une pastèque, ils ont mangé un melon qu'ils ont trouvé super bon, ils récupèrent les graines, ils mettent ça dans une enveloppe et ça y est, j'ai fait ma participation à Grainothèque. Donc il y a cette problématique-là et au final, sur les 3 exemples de Grainothèque sur lesquels elle est intervenue, elle m'a dit que ils ont été obligés de fermer la grainothèque temporairement et de nommer un responsable, quelqu'un de formé et qui va pouvoir échanger avec chacune des personnes qui va venir prendre et donner des graines de manière à avoir à éviter que la grainothèque se vide en quelques heures et avoir un minimum de qualité dans la grainothèque. Donc voilà, donc c'est la solution qu'elle m'a donnée pour répondre à une question qui est par rapport au Covid. Donc, elle a fait un événement le premier samedi là qui vient de se passer. Donc, c'était samedi de la semaine dernière, je crois, où elle est allée en grainothèque et elle a fait un speed dating. Il y en a qui se marrent, je sais pas pourquoi. Donc, elle a fait un speed dating grainothèque où tout simplement, même si c'était un lieu fermé, donc elle était seule et elle allait recevoir donc des familles, une par une ou à plusieurs personnes d'un même foyer, et elle allait pouvoir échanger
échanger donc pendant une durée, je sais pas, 5, 10, 15 minutes, discuter du sujet et faire des échanges de graines. Donc ça permet de faire, ainsi fonctionner les grainothèques et de respecter tout à fait les règles Covid. Donc voilà le retour par rapport à ce qu'elle a pu me faire. Maintenant, s'il y a d'autres moyens de faire fonctionner les grainothèques et d'assurer un minimum de cohérence dans le contenu et d'éviter de la faire piller, ben voilà, je suis tout à fait preneur. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'actions possibles. Et effectivement, hein, on entend ce constat-là dans pas mal de grainothèques. Et je pense que déjà, il faut que chacun réagisse avec ses problématiques à lui. Et une association de jardiniers va pas avoir la même démarche qu'une médiathèque. Et du coup, il y a eu aussi le fait de sortir la grainothèque que sur des moments, des temps forts, ou des moments précis. Il y a eu l'idée que la grainothèque était surtout pour justement récupérer des graines pour les gens qui venaient en donner, et qu'elle sortait uniquement sur des temps précis, par exemple. Donc c'était plus voilà, en fait je pense c'est un prétexte pour parler de la semence et trouver des nouvelles manières de communiquer ou échanger sur les graines. Ouais. D'autres, ce qu'elles ont fait aussi, c'est que c'était donnant-donnant, c'est-à-dire vous amenez des graines et vous en reprenez. Après, on regarde pas forcément les quantités, le nombre de variétés, Non, voilà. mais voilà, c'est pour que les gens ne prennent pas ça pour un libre service à sens unique. Et l'autre chose que vous disiez sur la qualité, alors évidemment, on invite déjà à ce que les gens n'amènent pas d'hybride F1, mais c'est déjà une première prise de conscience. Je sais à quel point c'est complexe la semence au quotidien, mais je pense que les jardiniers n'ont pas conscience de tout ça. Et du coup, on essaye d'augmenter petit à petit la qualité ou la connaissance de tous les jardiniers. Donc, on part de loin et c'est un travail de fond d'essayer de dire à tout le monde, attention, déjà, les hybrides F1, c'est pas bien. Voilà. Ensuite, les hybridations, la méthode pour reproduire ces graines et tout, évidemment, on n'aura pas de la qualité extraordinaire dans les grainothèques. Et je pense que si, par contre, on a envie et besoin de s'organiser des échanges de graines localement avec des grandes qualités, et ben là, la grainothèque, c'est un point de départ. Ça marche pas ou ça convient pas, hop, on fait la marche d'après et on crée un petit collectif de résilience et de résistance à la graine. Et puis, on s'échange avec nos règles, les règles qui nous vont bien, les semences, voilà, localement. Et je pense que ça, du coup, la grainothèque, c'est un peu une graine de ça, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Il y a un petit point que je pense que vous pourriez rajouter à votre présentation au niveau du discours, une confusion. Alors, souvent les gens ne savent pas ce que c'est le F1, hein, mais il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent maintenant, donc il y a pas de souci. Par contre, il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils achètent bio, ils achètent de la semence paysanne. Or, la plupart des maraîchers bio utilisent de la semence F1 parce que c'est les légumes du marché, c'est là où on trouve beaucoup de quantité. Et donc, il y a des gens qui, de bonne foi, pensent nous amener une super semence paysanne parce qu'ils ont acheté leurs potirons, leurs courges, leurs melons bio. Or, ben non, la quasi-totalité des productions maraîchères bio sont issues de F1. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez su. Okay. Alors effectivement, hein, il y a des hybrides F1 même en bio. Là, on a un exemple sur la présentation. Voilà, il y a même. Alors normalement, il y a une obligation réglementaire d'affichage sur le sachet. J'ai été surpris de voir des sachets sans la mention. Voilà, ça existe aussi. Alors pour le F1. Oui. Pour moi, c'est facultatif. Il y en a qui le mettaient parce que c'était vendeur, parce que les jardiniers amateurs considéraient que c'était le top du top d'avoir du F1 pendant quelques décennies. Aujourd'hui, il y a des producteurs de semences qui, voyant que maintenant que c'est en train de revenir à contre-courant, ils cachent le fait que certaines semences sont F1. Donc, ils ne le mettent plus. C'est obligatoire réglementairement quand même. Non, a priori, il n'y a pas de. Non, c'était juste un argument commercial à ma connaissance. Ok.
Alors, du coup, nous, on avait encore voilà, présenté juste les aspects collectifs de l'action. Donc, Graines de Troc recense alors les groupes locaux de l'association, mais aussi les groupes constitués ou les initiatives, même des voyages ou des associations d'étudiants voilà, qui travaillent, réfléchissent sur la semence. Vous avez aussi des semenciers locaux, idéalement, qui font du travail d'entretien du patrimoine local, parfois remarquable. Donc là, sur le site, vous avez dans la carte, normalement, toutes les ressources territoire par territoire. Je pense qu'il faut vraiment se relier sur chacun de nos territoires pour identifier nos variétés locales, pour les maintenir et puis se former auprès des gens qui savent un peu. Voilà, c'était la fin de la présentation, nous, et puis du coup, je crois qu'on arrive au bout du temps, mais avec encore des questions, avec plaisir. Alors, le speed dating de Valérie, je pense que c'est aussi en référence au seed dating que nous avons créé, qui est un jeu qui est vraiment sympa sur les plans de campagne. Voilà, je sais qu'elle l'attend, Valérie, ce site dating. On est en train de l'éditer, on va le partager. Je pense que c'est une bonne animation à faire en Grainothèque, notamment. Alors, le site dating, peux-tu reprendre? Donc, du coup, c'est une personne devant la Grainothèque qui reçoit les gens au fur et à mesure, c'est ça? À la queue leu. Alors, le speed dating que Valérie a fait, je crois que c'est ça, elle m'en a parlé. Mais c'est le site dating, c'est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 32 joueurs. Donc, voilà, espérons qu'on va sortir de ce Covid pour jouer jusqu'à 32 rapidement, mais en tout cas, jusqu'à 6, ce serait envisageable. Et voilà, bon, c'est un brise-glace, quoi. C'est un jeu brise-glace pédagogique très sympa. Ah bah, j'aimerais bien voir ça. Alors, Isabelle Hervé demande comment se procurer le kit Grainothèque. Alors, le kit Grainothèque, la boutique est en Berne, le site n'est pas directement accessible aujourd'hui. Je vais essayer de le refaire rapidement et de l'envoyer et de vous l'envoyer ou de le mettre d'aplomb rapidement. Mais c'était via la boutique, vous avez un kit à 25 € qui permet voilà, d'être accompagné avec des semences. Il y a un kit qui est gratuit et téléchargeable où c'est uniquement les visuels, hein, notamment. Si on n'est pas dans le catalogue, on considère que la semence paysanne peut être toxique. Je veux bien que tu expliques. Oui, c'est-à-dire que il y a les industriels, en étant dans le catalogue, ils garantissent bien sûr que chaque semence vendue produira toujours la même plante avec les mêmes caractéristiques. Et il y a un discours inverse qui est dit, mais qui n'est pas forcément écrit, qui fait que on fait croire aux gens que si jamais on mange un melon, je sais pas, par exemple, moi j'essaye de relancer une variété ancienne qui est le melon de Honfleur. Comme le melon de Honfleur n'est pas au catalogue, eh ben, il pourrait très bien avoir des gènes qui pourraient mettre en péril la santé des consommateurs. Et on laisse croire que tout ce qui n'est pas au catalogue pourrait nuire à la santé des consommateurs. Alors, donc, le catalogue est là pour garantir la qualité de la semence et la santé. Alors moi, je pense que c'est surtout pour garantir la part des marchés de ces semenciers et qui travaillent pour éviter qu'il y ait trop de petits producteurs de semences et qui viennent entamer leur plate-bande. Mais effectivement, il y a peut-être des rumeurs comme celle-là qui peuvent être lancées ou alimentées. Mais bon, à part la courge coloquinte qui se polliniserait et qui rendrait derrière la courge toxique, j'ai pas entendu parler de risques connus pour les soi-disant les semences paysannes. Mais... C'est plutôt ahurissant, bien sûr. Maintenant, ce qu'il y a, c'est on peut avoir des taux, si on prend des salades plus anciennes, on peut avoir des taux, par exemple, d'acide oxalique beaucoup plus élevés, qui, bien sûr, vont produire des salades un peu moins digestes.
Donc, on peut avoir des choses comme ça. Mais voilà, c'est juste on présente le catalogue comme une garantie, aussi une garantie sanitaire pour le consommateur. Alors, bon, derrière, eux, ce qu'ils disent beaucoup, hein, c'est garantir l'acte commercial qui corresponde bien à la variété attendue, que la variété. Alors après, il y a les caractères. Donc c'est la DHS derrière le catalogue officiel. DHS, c'est distinction, homogénéité et stabilité. Donc distinction, c'est distinct d'une autre espèce, donc ils garantissent le droit pour les variétés entre guillemets. L'homogénéité, c'est que l'ensemble des plants réagissent de la même manière au jardin. Donc ça intéresse plutôt les maraîchers, on va dire, ou les industriels. Et la stabilité, c'est dans le temps qu'elles évoluent pas ou qu'elles restent stables. Or, c'est justement tout sur les trois points, c'est l'inverse des semences paysannes. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on peut venir chercher le kit sur le site de Périgny? Oui, bien sûr, et au contraire, venez nous voir autant que possible. C'est avec plaisir qu'on vous accompagne. Alors, tout à l'heure, il y a une question sanitaire Covid. Nous avons installé une grainothèque dans la médiathèque, entre la médiathèque et l'Office du tourisme de Honfleur, de notre côté. On nous a demandé si on allait avoir un distributeur de gel hydroalcoolique avant de toucher les graines. C'est une demande un peu surprenante. Vous avez eu la même chose ou... Parce que je pense que les graines n'aiment pas trop ça, non? Je sais pas. Comment les autres grainothèques ont fait de leur côté? Est-ce qu'on leur a opposé cette question que voilà, faut juste savoir ça. Ouais, c'est la première fois moi que j'entends parler de cette problématique-là et on n'a pas exploré cette question-là. Merci. Donc, je rappelle que c'est dans le cadre d'un événement qui s'appelle Incroyable Printemps. Donc, c'est pour ça que merci Fabrice qui vient nous rejoindre sur Incroyable Comestible Honfleur. Donc, merci Sébastien de cette intervention. Vous voyez, donc, pour la reproduction de semences un peu rares ou perdues, paysannes. Voilà. Là, vous parliez du melon en fleurs. Je pense que ce qui est super dans le cadre du projet Gardien de semences là qu'on mène, c'est aussi d'essayer d'identifier territoire par territoire quelles sont les variétés locales. Donc là, typiquement, il faudrait que on réussisse à associer le melon en fleurs à votre localité et du coup de partager un peu ces variétés-là, la connaissance de ces variétés-là. Nous, on a retrouvé sur notre territoire, par exemple, la fève du Marais de Boin, qui est absolument pas connue. Moi, je la connaissais pas avant qu'on en parle. Et le dernier agriculteur à la cultiver nous l'a transmise avant d'arrêter et de partir en retraite. La tomate Saint-Jean d'Angély, on l'a retrouvée via la plateforme sur l'île, je crois. Et du coup, ça nous a permis de la remettre dans le contexte de Saint-Jean d'Angély, local, de notre ville voisine. Voilà. Ouais, Vas-y, Fabrice. Oui, ce que je voulais dire, oui, c'est parfois on peut avoir des pépites tout simplement avec son voisin. Donc même si il cultive avec des engrais chimiques et des pesticides, il peut très bien avoir maintenu des vieilles semences paysannes qu'il a récupérées déjà de ses parents. Donc il faut vraiment communiquer, ne pas avoir d'a priori, et il y a toujours des moyens d'échanger, quel que soit le mode de culture qu'on a. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver des semences anciennes, des trucs complètement perdus ou des semences très très bien adaptées à un terroir. Là, j'ai mon voisin qui me balance du glyphosate sur mon fossé jusqu'à ma limite, mais je sais qu'il a un haricot qu'il tient depuis qui le reproduit depuis des dizaines d'années. Voilà. Oui, Monsieur Kléber qui est venu à 93 ans sur un stand de l'association nous apporter il était un peu surpris de notre démarche. Il est venu nous amener un pochon de graines de salade. Il m'a dit que c'était sa grand-mère qui lui avait donné. Et à 93 ans, sa grand-mère, ça faisait un bail d'années que cette variété était entre ses mains, par exemple. Donc là, il y a un intérêt énorme. C'est des variétés hyper adaptées localement. Et puis, du coup, avec une richesse patrimoniale
sentimentale même presque, qui est très forte et qui donne du caractère à ce qu'on mange, je pense. Et après, c'est intéressant aussi avec l'évolution du climat, parce que on a des variétés qui, justement, comme elles portent le nom en général du lieu, là, comme le melon de Honfleur, on peut se dire que si on se retrouve dans un climat similaire ailleurs, on pourra faire enfin du melon dans d'autres régions françaises où c'était impossible jusqu'à maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Après, comme elles ont parfois, par exemple, l'oignon jaune paille des Vertus, hein, qui était sur la plaine de Bervilliers, il me semble. L'oignon jaune paille, il a été produit partout en France. Il n'a plus aucune connotation locale. Donc, du coup, voilà. Je pense que là, pour certaines variétés, malheureusement, il va falloir recréer de la diversité et elles s'adaptent. Hein, donc, on peut repartir de variétés qui ont des noms pour s'aider, mais malheureusement, il va falloir refaire le travail d'adaptation, refaire nos semences d'année en année pour créer de la diversité et de l'adaptation. Voilà. Alors, Sébastien, je vais en profiter. Lors de la conception de cet événement, on avait parlé, lors de votre venue, en fait, d'une campagne d'affichage qui s'appelle Aussi incroyable que cela puisse paraître, qui est sur la page Facebook de l'événement Incroyable Printemps. Donc, tous les jours, on met des anecdotes. Et je voulais souligner que ça avait beaucoup marché dans la conviction des responsables politiques d'avoir des affichages en ce qui concerne Honfleur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en fait, Honfleur avait son melon appelé le melon d'Honfleur. C'est tout simple, mais c'est patrimonial et ça a vraiment aidé en fait le groupe local à s'installer. Et à installer aussi un visage positif vis-à-vis de la mairie. Et donc, je vous inviterai, si vous voulez bien, pour la prochaine édition, à faire de concert en fait quelque chose comme ça. Donc à mettre en valeur patrimonialement en fait ce qui existe sur chaque territoire en France. Et je pense que pour la biodiversité et pour Graines de Troc comme pour les Incroyables Comacy, ça pourrait être très très intéressant. Puisque vous avez la connaissance, vous avez les informations. Et voilà, donc c'est une invitation. Avec plaisir. Moi, je pense que ça va tout à fait dans le sens du travail qu'on fait avec la mission Gardien de semences. Voilà, aller mettre en avant cette biodiversité patrimoniale. Je pense que c'est un des axes forts de se réapproprier les semences et de gagner en autonomie. Voilà, c'est important. C'est très important. Alors, il y a une question sur l'isolement des fleurs sans avoir acheté des sachets organza. On peut aussi utiliser des sachets craft éventuellement. C'est juste que du coup la pluie, voilà, c'est moins résistant, c'est moins pratique, mais voilà, on peut tout à fait fonctionner comme ça aussi. Il y a une question d'Eric pour savoir si les slides vous les présentez quelque part. Alors, ils sont pas disponibles actuellement encore en PDF téléchargeable. Par contre, là, si vous avez récupéré, voilà, on l'a mis nous en Creative Commons by SA, donc avec attribution. Donc, du moment que vous attribuez derrière, je pense que vous pouvez les utiliser. D'accord. Et on pourra les récupérer où ça ? Je vais le mettre en partage. Je sais pas. Maintenant, c'est un peu rapide à faire, mais d'accord. On mettra sur Incroyable Printemps alors. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore une question ? Une question ? Au moment de profiter. Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie. Marie-Thérèse, donc les fleurs n'ont pas besoin de voir la lumière. Elle a des collants noirs à recycler. Ah oui, les collants, c'est une bonne idée. Non, la lumière, elle est sur la photosynthèse des feuilles. La fleur, elle, ce qu'elle a besoin, c'est d'être pollinisée. Donc, c'est sûr que si la pollinisation est par si c'est autogame, elle va se polliniser. Si c'est allogame, évidemment, vous ne pouvez pas mettre de sachet pour empêcher l'insecte de polliniser. Du moins, ça ne marchera pas. En fait, là, pour ça, on met des cages d'isolation. Donc là, il faut des très grands collants. C'est pour mettre l'ensemble de la plante sous cage et en y introduisant les insectes.
ou alors en protégeant en fait cette plante-là de l'autre qui est à l'extérieur et qui se pollinise. Et donc en fait, la cage, elle sert à isoler celle qui est à l'extérieur. Alors, il y avait une question du même ordre un peu plus haut, qui était sur la pollinisation d'une feuille femelle par un pistil mâle, enfin par une feuille mâle, par une fleur mâle, pardon. Et la question, c'est est-ce qu'on utilisait la même fleur mâle pour plusieurs fleurs femelles ou pas? Oui, cette partie-là. On peut, c'est la quantité de pollen disponible après, et puis éventuellement le fait de partager un peu la richesse génétique, le fait de polliniser avec plusieurs fleurs mâles dans la même variété, bien sûr, permet d'augmenter la diversité génétique des semences qui vont être générées dans le fruit. Ok. Ben, très bien, ben, merci beaucoup. La cage d'isolation, là, on en voit une Ah oui. qui recouvre nos betteraves. Donc voilà, il faut quelque chose qui fait, ça va à hauteur d'homme là, hein, on est à 1,60 m à peu près. Et donc, il faut au moins ça pour mettre en dessous des betteraves ou des carottes, de sorte à ce que les plants qui sont à côté d'une autre variété ne pollinisent pas cette plante-là, notamment. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Sébastien. Stagiaire de l'association. Merci Mylène et Gaël, si j'ai bien retenu. Merci à vous. Parfait. Merci à nos gardiennes de semences pour le travail qu'elles font. C'est beaucoup de patience et de rigueur et de passion voilà, qu'elles nous donnent à tous. Donc, merci les filles. Bah, c'est avec plaisir. Et merci à vous tous qui êtes venus ce soir. On va arrêter l'enregistrement. On aura 5 minutes de discussion libre juste après. Merci à tous ceux qui nous regardent maintenant en différé sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour le jardin thérapeutique. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.